La parole est à Monsieur Loïc Hervé pour l'Union centriste. Il a 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, Madame l'auteur, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est un texte que je qualifie volontiers de pragmatique. Je tiens d'ailleurs à saluer dans cette perspective le travail de notre collègue Josiane Costes, rapporteur, qui a dû affronter de nombreuses résistances et réticences au changement. Un texte pragmatique, donc, car nécessaire. Car si les fonctionnaires demeurent essentiels à l'organisation de notre pays, et si nous sommes pour le principe de mieux contrôler les pratiques en vigueur et pour la surveillance accrue des conflits d'intérêts éventuels, nous demeurons tout de même vigilants à ce que cela ne soit pas l'occasion de donner satisfaction à ceux qui cherchent à tout prix des boucs émissaires. Et nous, mes chers collègues, qui vivons parfois les affres de l'antiparlementarisme, nous devons être particulièrement vigilants sur ce point. Ce texte n'est plus que nécessaire de par son caractère préambulaire. En effet, les annonces du gouvernement, Monsieur le Ministre, sur le programme Action publique 2022 ont fait couler beaucoup d'encre et il est désormais nécessaire et certain que nous aurons dans les mois à venir à débattre d'une réforme globale du statut de fonctionnaire. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir et d'en reparler ici même. Avec l'annonce de ce programme, le Premier ministre, Édouard Philippe, accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, et de vous-même, monsieur le secrétaire d'État, vous avez dévoilé les 4 piliers sur lesquels la réforme de la fonction publique devrait reposer. Je ne reviendrai aujourd'hui que sur un des seuls points qui nous concerne directement et qui concerne l'objet de cette proposition de loi. Le gouvernement prévoit, selon ses mots, de banaliser le recours aux contractuels dans la fonction publique. Si l'objectif principal est de contourner le statut de fonctionnaire, jugé comme trop rigide, le gouvernement invoque aussi, pour justifier ce recours aux contractuels, le besoin d'assurer la mobilité de l'ensemble des fonctionnaires. Ils ne sont en effet chaque année que 4% à changer de poste. Plus encore, il y a des disparités flagrantes entre les différents corps de l'État et surtout entre les différentes catégories de fonctionnaires. De fait, les hauts fonctionnaires, les fameuses catégories A+, jouissent de possibilités que n'ont pas les autres catégories. Là où les allers-retours avec le privé sont largement et facilement possibles pour les uns, il n'y a que contrôle strict et encadrement lourd pour les autres. Au regard de la fonction publique dans son ensemble, les hauts fonctionnaires ont une mobilité sans égale. C'est du reste ce qui justifie que cette proposition de loi s'intéresse particulièrement à eux. Aussi essentielle soit cette mobilité, il ne faut pas avoir peur de le dire, il y a des abus qui sont honteux lorsqu'on sert l'État et constituent autant d'affronts pour les corps auxquels ces fonctionnaires appartiennent. Oui, nous devons lutter contre les abus, car ils desservent la fonction publique, ternissent l'image du service public, poussent nos concitoyens à la défiance. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Il ne s'agit pas ici de couvrir d'opprobre ceux qui, au service de l'État et de nos concitoyens, remplissent chaque jour des fonctions éminemment importantes. Sans ces hauts fonctionnaires, notre service public ne serait pas. Il s'agit donc de dénoncer ici les situations singulièrement anormales que nous devrions ne plus tolérer. J'évoquais tout à l'heure une mobilité sans égale pour les hauts fonctionnaires par rapport aux autres catégories. Ne nous trompons pas là non plus sur les conséquences de ce qu'on appelle familièrement le pantouflage. La mobilité est un élément essentiel du fonctionnement des grands corps de l'État. En renouvelant des effectifs peu changeants, elle permet de placer les personnes les plus compétentes aux postes les plus adéquats. En cela, la mobilité est saine et mérite d'être encouragée, et cela sans tabou. L'objet n'est donc pas ici, je le répète, de supprimer ou de porter atteinte à cette possibilité d'aller et de venir entre le public et le privé, mais d'en éviter seulement les dérives. Plus encore, cette mobilité permet de répondre aux besoins d'administration. De fait, il y a aujourd'hui un besoin croissant d'expertise technique, l'efficacité d'une administration ou d'une autorité publique dépendant aussi et surtout du degré de connaissance des secteurs sur lesquels elle travaille. Prenons l'exemple de l'autorité des marchés financiers. L'État n'a que peu d'expertise particulière en la matière et ses fonctionnaires ne sont pas ou peu formés à ces problématiques. L'essentiel du secteur étant privé, l'expérience de certains fonctionnaires dans les entreprises privées, puis leur retour dans leur administration, entraîne de fait un gain en expertise comme en expérience. Un gain précieux, puisque notre administration ne peut être au niveau des secteurs qu'elle influence, voire qu'elle réglemente, qu'en connaissant les rouages propres à ces derniers. Force est de constater que le pantouflage
si l'on peut le qualifier ainsi, participent à cette connaissance, bien au-delà de ces exemples particuliers. En plus de participer à l'expertise nécessaire dans les hautes sphères de l'administration, il convient aussi de rappeler que la mobilité est une pratique encadrée. Contrairement à ce que certains laissent entendre, tout n'est pas permis. Le code pénal prévoit en effet un délit de prise illégale d'intérêt dans son article 432-13. De plus, la commission de déontologie visée par la présente proposition de loi est d'ores et déjà chargée de vérifier qu'un agent de la fonction publique est légitime pour occuper les emplois privés auxquels il postule. Malgré ces garde-fous, il y a, je l'ai déjà dit, des abus, et pour nous, ils sont de deux types. Le premier abus est celui qui concerne une minorité de hauts fonctionnaires et qui consiste dans le non-respect de l'engagement décennal qui incombe aux élèves de l'École nationale d'administration, de l'École polytechnique et de l'École normale supérieure. Le fonctionnaire qui élève voyait ses frais de scolarité pris en charge par l'État, se doit au minimum les rembourser s'il quitte l'administration prématurément. Ces écoles, dont les concours d'entrée figurent parmi les plus difficiles de notre pays, n'ont pas vocation, à nos yeux, à former des cadres d'entreprises privées. Ces écoles sont créées pour démocratiser l'accès du plus grand nombre à la haute fonction publique. Il ne faut pas que cet objectif initial se perde. Le second type d'abus, bien que plus grave, concerne les conflits d'intérêts auxquels peuvent être confrontés les hauts fonctionnaires. Vous n'êtes pas, mes chers collègues, sans connaître la théorie de la capture qui décrit schématiquement comment les moyens de réglementation et le pouvoir coercitif de l'État peuvent être utilisés et orientés afin de desservir des intérêts privés. Avec la notion de pantouflage, nous nous rapprochons de cette théorie de Georges Stigler. Effectivement, un fonctionnaire peut être tenté de favoriser une entreprise en vue d'un poste futur ou ensuite, une fois de retour dans l'administration, au nom de relations professionnelles passées. Ces situations ne devraient pas se produire, ne devraient plus se produire. C'est pourquoi nous ne sommes pas, par principe, opposés à la présente proposition de loi, ou du moins aux objectifs qu'elle poursuit. Cette proposition de loi n'aborde que l'aspect unique de la prévention des conflits d'intérêts. Il est vrai que la commission de déontologie de la fonction publique doit avoir les moyens de jouer pleinement son rôle qui lui était destiné lors de sa création en 1993. Mais ce n'est pas là le seul moyen que nous avons pour contrôler le pantouflage et prévenir les conflits d'intérêts. Il eût peut-être été plus constructif de réfléchir à un statut de la haute fonction publique avant que le gouvernement nous impose sa vision, plutôt que de ne se concentrer que sur les modalités de contrôle. Des amendements vont en ce sens, je pense que nous en reparlerons dans les minutes qui viennent. La confiance dans l'État et dans la fonction publique passe nécessairement par la prévention des conflits d'intérêts. Mais trop souvent, et à tort, les fonctionnaires sont désignés comme responsables des problèmes du pays. Nous sommes bien placés pour l'entendre, pour en être parfois nous-mêmes, parlementaires, les victimes. Nous appelons donc de nos voeux une réforme globale de leur statut, incluant la reconnaissance statutaire d'une fonction publique de catégorie A+, tout en renforçant la déontologie de l'administration. C'est par là que passera l'amélioration des services publics et le retour de la confiance des citoyens dans leurs administrations. Merci.